Quand une maman inquiète appelle les secours parce qu'elle n'a pas de nouvelles du père de son fils ainsi que de son petit garçon de 2 ans, il ne s'attendait pas, en poussant la porte de la maison, à découvrir une tuerie de masse qui a choqué les États-Unis. Je vais vous raconter l'histoire du massacre de Leicester Street. Dans cette vidéo, je vais donner beaucoup de détails sur des agressions et meurtres extrêmement violents commis envers des adultes, mais également envers des enfants et des bébés. Des faits de violence conjugale sont également mentionnés dans la vidéo. Si ce sont des thèmes qui vous touchent particulièrement, il est encore temps de quitter la vidéo. Prenez soin de vous et je vous retrouverai la semaine prochaine pour une autre affaire. Je profite également de cette introduction pour remercier Elodie Carlassar qui m'a donné l'idée de parler de cette affaire. Je sais pas si vous aussi, il vous arrive de vous ennuyer un petit peu le week-end, vous savez pas trop quelle série regarder, vous en avez marre de traîner sur votre téléphone. Eh bien, si vous voulez que ça change et pimenter un peu votre quotidien, je vous conseille la Detective Box. Vous recevez chez vous une boîte mystérieuse comme ça, avec à l'intérieur un cold case à résoudre. En fait, comme un vrai détective, on vient analyser les preuves, essayer de trouver de nouveaux indices, tout ça pour résoudre l'enquête. Et chaque boîte contient une nouvelle affaire, donc un tout nouvel univers dans lequel se plonger. En fait, c'est vraiment comme si vous étiez l'acteur principal de votre propre série policière. Dans la Detective Box, vous trouvez de véritables pièces à conviction, des rapports d'autopsie, des rapports de police. Avec tous ces éléments, vous allez venir résoudre des enquêtes qui s'inspirent de véritables affaires criminelles connues, comme Ted Bundy, le tueur du Zodiac ou encore le Golden State Killer. Pour vous accompagner, vous avez aussi un site internet sur lequel vous avez des collègues que vous pouvez envoyer aller explorer des lieux pour vous, réaliser des interrogatoires, pirater des sites internet, enfin comme je vous ai dit, c'est comme dans la vraie vie. Et l'immersion va encore plus loin puisque pour résoudre l'enquête, vous allez vous-même devoir passer des appels, envoyer des emails, éplucher Google. Il n'y a vraiment aucune limite dans la Detective Box. Si vous n'êtes pas encore convaincu, sachez que la boîte a été notée 4,9 sur 5 par tous ceux qui l'ont essayé et tout le monde a été surpris par l'intensité et le réalisme de l'expérience, moi y compris. Le mieux, c'est encore de vous montrer, donc je vous présente la toute dernière enquête de la Detective Box, le tueur au tarot. Elle est sortie en novembre, donc c'est très récent, il a fallu 1 an et demi pour la développer, et l'enquête se déroule sur 3 épisodes, tous plus passionnants les uns que les autres, qui suivent la piste d'un tueur en série mystérieux. Comme vous pouvez le voir, les indices sont très réalistes, les détails sont soignés, tout est fait pour vous captiver et que l'immersion soit totale. Ce qui fait vraiment la force de l'enquête du tueur au tarot, c'est l'expérience interactive puisque vous naviguez entre les éléments physiques et numériques. Bonjour détective, je suis Raphaël Sanchez, agent de terrain pour l'agence Detective Box. Puisque via le site internet, vous pouvez explorer des lieux à 360 degrés ou interroger des témoins. Eh bien, Xavier n'était pas une personne facile à vivre. À l'occasion de la Saint-Valentin, Detective Box vous propose une offre romantique puisque vous avez 10% offert sur la nouvelle enquête Le tueur au tarot avec mon code CRIME10 et la livraison offerte. Profitez-en, c'est le cadeau idéal, surtout si votre partenaire est également intéressé par la résolution d'affaires criminelles. C'est l'occasion de passer des moments passionnants ensemble le soir de la Saint-Valentin. Et puis ça change des cadeaux traditionnels et ça vous permettra de renforcer votre complicité. Ne vous inquiétez pas, la livraison est très rapide, 2 à 3 jours ouvrés seulement. Donc si vous commandez rapidement, vous aurez bien votre box à temps pour la Saint-Valentin. Et pour la commander, rien de plus simple, vous avez juste à cliquer sur mon lien que vous trouverez en description ou en commentaire épinglé et la réduction s'appliquera automatiquement à votre panier. Priscilla Shaw n'a que 15 ans quand elle épouse Jesse Dodson qui lui est âgé de 19 ans et le couple ne tarde pas à accueillir son premier enfant, une petite fille qu'ils appellent Nicole. Quelques années plus tard, en 1974, c'est un garçon qui naît et qu'ils appellent comme son papa Jesse, et puis 3 ans plus tard, leur petit dernier, Cécile, est né. Jesse Senior est militaire, donc finalement il est pas très présent, il est très souvent absent et son couple en pâtit. Un jour, Priscilla part en voyage avec l'église, et quand elle revient, elle lui dit qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, qu'elle compte se mettre en couple avec cet homme-là, et que sa relation avec Jesse est terminée. Finalement, quelques temps plus tard, Jesse Senior décide de lui pardonner, ils se remettent ensemble, mais à partir de ce moment-là, leurs relations deviennent très conflictuelles, hyper
passent leur temps à se disputer et ça va extrêmement loin puisque Jesse Senior va jusqu'à frapper sa femme devant les enfants. En 1980, Priscilla trouve enfin la force de partir, de quitter Jesse, mais elle décide de le faire en secret puisque voilà, si il apprend qu'elle est en train de le quitter, il risque de réagir violemment. Donc elle met de l'argent de côté discrètement et puis un jour, alors qu'il est absent, eh bien elle prend les enfants et elle s'en va. Mais c'est une expérience qui a été très traumatisante pour les enfants, déjà parce qu'ils étaient très jeunes, et en plus de ça parce que Priscilla ne leur a rien expliqué, c'est-à-dire qu'elle est partie comme ça, elle a donné aucune nouvelle pendant des mois à Jessie et elle n'a pas expliqué aux enfants pourquoi elle était partie ni où était leur père. 5 mois plus tard, elle recontacte Jesse Senior, mais leur relation est toujours chaotique. Et en plus de l'environnement violent dans lequel les enfants évoluent, il manque également cruellement de stabilité. En effet, la famille n'arrête pas de déménager et à cause de ça, les enfants sont en échec scolaire. Ils n'arrêtent pas de changer d'école, c'est très difficile pour eux de suivre un programme. Leur famille est aussi très pauvre et leur mère très souvent absente, donc ils passent beaucoup de temps seuls, livrés à eux-mêmes, et c'est Nicole finalement qui va décider de s'occuper de ses petits frères comme elle peut parce qu'elle est très jeune et ce n'est absolument pas son rôle. Et en plus de ça, quand leur mère s'absente, elle enferme la nourriture à clé. Donc les enfants ne peuvent pas se nourrir, ils sont sans arrêt affamés et ils souffrent tellement de la faim que tous les dimanches quand ils vont dîner chez leur grand-mère, ils lui volent de l'argent pour s'acheter à manger, pour s'acheter de la nourriture. Le problème, c'est que quand leur grand-mère le remarque, elle est excédée. Elle leur dit qu'ils n'ont plus intérêt à remettre les pieds chez elle et elle prévient leur mère. Ils sont punis et ça leur passe l'envie de recommencer. Je vais maintenant me concentrer plus sur le petit Jesse parce que c'est surtout de lui qui va être question dans cette histoire. Alors vu qu'il s'appelle pareil que son père, on va appeler le père Jesse Senior et puis lui tout simplement Jesse. De toute façon, vous allez voir que c'est surtout de l'enfant qu'on va parler plus que de son père. Et donc Jesse, lui, en plus des problèmes qu'il rencontre à la maison, en rencontre également à l'école. Bon, je vous ai dit qu'il était en échec scolaire, mais ce n'est pas tout. Il se fait aussi harcelé. Donc Jesse est vraiment mal, il sèche les cours, il va même redoubler le CM2 à cause de ce harcèlement parce qu'il n'arrête pas de sécher les cours et donc il manque trop de cours, il n'a pas suivi le programme correctement, il n'est pas prêt à passer au collège et l'école décide de le faire suivre par un psychologue. Par contre, ils auraient aimé également rencontrer sa mère, mais sa mère ne se présente jamais au rendez-vous. Elle a toujours soit une excuse, soit tout simplement elle ne vient pas. Il a ses premiers problèmes avec la justice à l'âge de 15 ans puisque Jesse est violent et il a menacé sa mère qui a été contrainte d'appeler la police. 1 mois plus tard seulement, la police est de nouveau obligée d'intervenir puisqu'un petit de 13 ans leur explique que Jesse l'a agressé, qu'il l'a frappé et qu'il l'a menacé de l'envoyer à l'hôpital s'il ne lui ramenait pas dès le lendemain la somme de $25. À 16 ans seulement, Jesse arrête l'école après avoir fréquenté pas moins de 10 établissements différents et en automne de la même année, sa mère appelle de nouveau la police. Il faut savoir que Jesse et son frère Cécile ont des rapports très conflictuels, ils n'arrêtent pas de se disputer, ils en viennent aux mains, ils se battent. Enfin, c'est surtout Jesse qui est plus âgé qui frappe son petit frère et justement, il a menacé son frère ce jour-là de manière extrêmement violente. Donc sa mère a eu peur, elle a appelé la police. Cécile s'est réfugiée dans sa chambre pour essayer d'échapper à la violence de son frère, mais Jesse s'est mis à essayer de défoncer la porte, puis à donner des grands coups de poing dans le mur à tel point qu'il l'a troué à plusieurs endroits. Il a également agressé sa mère qui a tenté de s'interposer en lui mettant son doigt dans le visage comme ça et en lui disant qu'il allait la tuer. Et à l'arrivée de la police, eh bien, Jesse n'est pas du tout calmé, il est encore en train de hurler et de dire qu'il veut frapper son frère, qu'il veut le tabasser, donc la police l'arrête. Quelques mois plus tard, en décembre 1991, il est contrôlé alors qu'il est au volant de son véhicule et en jetant un œil dans l'habitacle, les policiers constatent qu'il y a des armes à feu sur le sol de la voiture. Et puis en 1992, la police intervient à nouveau parce que Jesse s'est disputé avec une voisine, il l'a insultée et puis ensuite quand elle est rentrée chez elle, eh bien il s'est mis à jeter des bouteilles de bière sur son terrain. Jesse n'a jamais vraiment travaillé puisque je vous ai dit qu'il avait arrêté les cours à 16 ans mais en fait il ne fait rien, en tout cas rien de légal de ses 16 ans à ses 18 ans et à 18 ans il va travailler quelques mois comme agent de sécurité mais c'est pas non plus un boulot très sérieux, il fait ça vite fait comme ça et finalement en fait à côté Jesse est dealer de drogue et c'est à cause de cette activité là qu'il va partir en
prison pour la première fois. En effet, il commet un meurtre au second degré en 1994 alors qu'il n'est âgé que de 19 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un client à lui qui s'appelle Al Cox qui vient lui acheter de la drogue et en fait, Jesse l'arnaque. Au lieu de lui vendre de la drogue, il lui vend des morceaux de savon. Son client s'en rend compte plus tard et il revient pour avoir des explications avec lui. Une dispute éclate et au cours de cette dispute, Jesse le tue. Il faudra plusieurs mois avant que la police comprenne que c'est lui le coupable et l'arrête, et Jesse avoue tout. Il est envoyé en prison, il prend en fait 18 ans de prison. Jesse n'effectue pas sa peine en entier, il est mis en liberté conditionnelle au bout de 14 ans de prison, et puis finalement en janvier 2008, il est remis en liberté définitivement. Cependant, Jesse n'a pas vraiment changé, on aurait pu croire que la prison allait lui faire du bien, que ça allait le calmer, qu'il allait se rendre compte qu'il avait pris un mauvais chemin dans la vie, mais pas du tout, puisque même en prison, il a des soucis de violence, il est plusieurs fois remis en place par les gardiens parce qu'il a frappé quelqu'un ou parce qu'il les a insultés ou qu'il refuse d'obéir. Enfin, il cause vraiment beaucoup de soucis en prison et il va même rejoindre un gang en prison, un gang qui s'appelle les Crips, et avec les autres membres de ce gang, ils vont agresser un homme au couteau dans la prison. Donc vraiment, il s'est pas tenu à carreau, mais vraisemblablement, ça lui a pas empêché de sortir plus tôt de prison. Et Jesse, quand il sort avec la haine parce que sur les 14 ans qu'il a passé en prison, il a reçu une seule visite de sa famille, c'est ses parents qui étaient venus le voir une fois, mais son frère et sa sœur ne sont jamais venus et ses parents ne sont jamais revenus, ils sont venus le voir vraiment une fois en 14 ans. Donc ça, Jesse, il leur pardonne pas du tout. Cependant, sa famille décide quand même de lui redonner une chance, d'essayer de renouer des liens avec lui, puisque sa sœur Nicole lui propose carrément de venir vivre avec elle et ses enfants. Jesse accepte. Son père Jesse Senior l'engage dans son entreprise. Il est peintre en bâtiment, donc là encore Jesse accepte. Il a un travail, il a un logement grâce à sa famille. Et puis son petit frère Cécile, malgré le fait que quand ils étaient petits, Jesse n'arrêtait pas de le frapper, décide lui aussi d'essayer de renouer des liens avec lui et se met à passer du temps avec lui et à lui redonner une chance. Malgré la confiance que lui accorde sa famille, Jesse ne tarde pas à les décevoir une nouvelle fois, puisque le 29 janvier 2008, alors qu'il n'est sorti de prison que depuis 3 jours, Cécile appelle la police pour dénoncer son frère. En effet, il faisait une soirée chez lui, donc avec Jesse et quelques amis, ils étaient en train de jouer aux cartes, quand tout à coup, Jesse s'est levé et il a pris une veste en cuir appartenant à Cécile, il l'a mise comme si c'était la sienne et il est sorti de la maison avec, donc en gros il lui a volé sa veste sans lui demander, donc ça n'a pas plu du tout à Cécile qui lui a demandé de lui rendre sa veste, mais Jesse a alors sorti un pistolet qu'il a pointé vers son frère en lui disant « Vas-y, viens la chercher maintenant ». Donc bien évidemment, ça valait pas le coup de perdre la vie pour une veste en cuir, donc Cécile n'a rien fait, il a laissé son frère partir avec la veste et il a appelé la police pour les prévenir de ce qui venait de se passer, mais ça n'a rien fait, la police n'a pas réagi. On ne sait pas si c'est cette histoire de veste, l'appel à la police ou autre chose qui a enragé Jesse, mais en tout cas l'entente entre les frères n'est vraiment pas bonne. Il y a autre chose qui énerve Jesse, c'est que à chaque fois que Cécile le présente à quelqu'un, il peut pas s'empêcher de préciser qu'il sort de prison. Ça, Jesse, c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas, il voit ça comme un manque de respect, et en fait, petit à petit, il se met à vraiment détester son frère, à ne plus le supporter, et les disputes s'accumulent. Le samedi 1er mars 2008, Cécile, qui vit dans une petite maison sympathique, décide de faire une soirée chez lui, donc il y a un match de basket qui doit passer ce soir-là, et il invite son papa Jesse Senior, son demi-frère, qu'on va appeler Fat, c'est son surnom, ainsi que Jesse à venir regarder le match. Il y a également un ami à lui qui s'appelle Hollis Seal qui est présent et il y a bien évidemment sur place sa femme puisque Cécile est mariée avec une femme qui s'appelle Marissa et ils ont des enfants ensemble. Alors il faut savoir que Cécile a au total 6 enfants. Il a une fille qui n'est pas présente ce soir-là, qui est son aînée qu'il a eu avec une première femme. Donc cette fille-là n'est pas là, elle est chez sa maman. Et il a ensuite 5 enfants, 4 qu'il a eu avec Marissa et 1 qu'il a eu avec une autre femme pendant sa relation avec Marissa. Donc il a eu une relation extra-conjugale au cours de laquelle est né un enfant. L'aîné des enfants s'appelle CJ, il a 9 ans. Ensuite on a Cédric qui a 5 ans, puis c'est Mario qui a 4 ans. Ensuite, on a Cécile, il s'appelle comme son papa, donc on va l'appeler Cécile Junior. Donc on a Cécile Junior qui, lui, est l'enfant qu'il a eu avec une autre femme. Et donc cet enfant-là n'est âgé que de 2 ans. Et puis enfin, ils ont eu
une petite dernière avec Marissa, un petit bébé qui, au moment des faits, n'est âgé que de 2 mois et qui s'appelle Senia. Bon, il y a beaucoup de prénoms dans cette histoire, mais vous inquiétez pas, je vais à chaque fois vous rappeler qui est qui pour que ce soit plus facile à suivre, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre, donc je vous rappellerai à chaque fois, voilà, telle personne c'est la sœur d'un tel, telle personne c'est le fils d'un tel, pour que vous soyez pas perdus. Bref, revenons-en à cette soirée. Donc au final, la soirée tombe à l'eau puisque la télévision de Cécile ne capte pas le match de basket. C'était quand même la raison principale de la venue de tout ce petit monde chez lui. Donc Jesse Senior décide de quitter la maison carrément à 18h, voilà, puisqu'il peut pas voir le match, il s'en va. Fat reste lui jusqu'à 22h30, puis voilà, il finit par partir lui aussi. Et finalement, voilà, Jesse reste avec Hollis, Marissa, Cécile et les enfants. Suite au départ de Fat, donc leur demi-frère, les 3 hommes, Cécile, son frère Jesse, ainsi que son ami Hollis, décident de sortir. Donc ils prennent la voiture et ils vont se rendre à différents endroits. Je vais pas vous faire le récit détaillé de chaque endroit où ils sont allés parce que c'est assez long et pas très intéressant ni très important dans cette histoire. Donc tout ce qu'il y a à savoir, c'est que le premier arrêt qu'ils ont fait, c'est dans l'appartement d'un homme qui s'appelle Frank et qui appartient à un gang, le gang des gangsters disciples, et il se trouve que Hollis et Cécile font également partie de ce gang. Donc je vous ai dit que Jesse, lui, faisait partie d'un autre gang, les Crips, qu'il a rejoint en prison, et eux font partie du gang des gangsters disciples. Donc ils vont voir ce fameux Frank parce que Hollis, lui aussi, vient de sortir de prison, comme Jesse, et il a envie de se procurer une arme, donc il va chercher cette arme chez ce fameux Frank, et pendant ce temps, Jesse lui reste dans la voiture et Cécile discute avec un autre membre du gang. Ensuite, une fois que c'est fait, ils vont acheter de la drogue à des dealers. Ensuite, ils passent chercher la copine de Hollis, qui s'appelle Shindri Robertson. Puis enfin, ils se rendent chez la petite amie de Jesse, qui s'appelle Sheila Jones. Donc, ils arrivent chez Sheila. Sheila n'est pas là, donc c'est sa fille qui est adolescente qui leur ouvre la porte. Elle constate que Jesse et Cécile sont très alcoolisés, donc elle leur dit tout simplement que Sheila n'est pas là. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que Jesse savait que Sheila, normalement, n'était pas là puisqu'elle était censée sortir avec des amis. Mais Jesse insiste pour quand même entrer dans l'appartement pour vérifier si vraiment Sheila n'est pas là. Donc, sa fille le laisse entrer, il fait le tour de l'appartement et puis les hommes repartent. Après ce passage chez Sheila et sa fille, ils retournent chez Cécile. Je vous rappelle donc que sont présents dans la voiture Cécile et son frère Jesse, ainsi qu'un couple d'amis, Hollis et Shindri, et que quand ils arrivent dans la maison, ils rejoignent Marissa, la femme de Cécile, ainsi que leurs 5 enfants. Quand ils arrivent dans la maison, l'aîné des enfants, CJ, qui est âgé de 9 ans, est dans la chambre de sa grande sœur qui est absente, en train de regarder la télévision. CJ, voilà, il est tranquillement dans la chambre, quand tout à coup, il entend des coups de feu. Donc, il est terrifié, il se lève, il décide d'entrouvrir la porte qui donne vers le salon pour regarder ce qu'il se passe, et la première chose qu'il voit, c'est allongé sur le sol, un homme qu'il ne connaît pas. Cet homme, en fait, c'est Hollis Sills, qui est allongé et qui a visiblement reçu une balle dans la tête. Cet homme est mort, il relève les yeux, et là, il voit son oncle, Jesse, en train de viser son papa avec un pistolet. Puis il le voit lui tirer dessus également. CJ entend les adultes implorer Jesse, le supplier d'arrêter de leur tirer dessus, de leur laisser la vie sauve, mais Jesse n'écoute pas. Il se dirige ensuite vers Shindri Robertson, donc la copine de Hollis, et il la bat elle aussi. À ce moment-là, CJ retourne vite se réfugier dans la chambre où il rejoint ses frères, qui sont eux aussi dans la chambre. Sa maman, quant à elle, Marissa, est en compagnie du bébé Senia dans une autre chambre où elle était en train de lui changer la couche. Donc bien évidemment, elle reste dans cette pièce terrifiée pour essayer de sauver sa vie et de protéger son petit bébé. À ce moment-là, Jesse arrive dans la chambre où se trouvent les garçons, avec à la main un couteau. Il se dirige droit vers CJ et il lui coupe le cou. CJ se met à lui dire « Qu'est-ce que tu fais ? Arrête s'il te plaît, je t'aime tonton, ne fais pas ça !» Mais Jesse n'en a rien à faire. Le petit Cécile Junior, qui n'est âgé que de 2 ans, se met bien évidemment à pleurer. Et Jesse lui dit « T'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. » C'est faux, vous verrez ensuite que
Il compte s'en prendre aux enfants, il n'avait pas du tout l'intention de leur laisser la vie sauve. Mais en attendant, il continue à s'acharner sur CJ. En fait, CJ tente de s'échapper, il arrive à esquiver les coups de son oncle, il se rend dans le couloir, il fait rapidement le 911 sur le téléphone, donc le numéro des secours aux États-Unis, et Jessie arrive derrière lui demande « Qu'est-ce que t'es en train de faire ?» et lui dit « Tu raccroches tout de suite, tu arrêtes ce que t'es en train de faire ou je te tue. » Donc CJ obéit, il raccroche, il demande à son oncle « Est-ce que je peux aller aux toilettes ?» parce qu'il a envie de faire pipi, donc son oncle lui dit « Ok, pas de souci », sauf qu'il le suit dans la salle de bain, et qu'à peine arrivé dans la salle de bain, il se met à lui mettre des coups de couteau au niveau de la tête. CJ tombe dans la baignoire où il se met à agoniser lentement. Ensuite, il voit son oncle Jesse sortir de la pièce et aller s'en prendre à ses frères. Il entend ses frères hurler. Finalement, il voit Mario, donc celui qui a 4 ans, entrer dans la salle de bain et Mario est ensanglanté. Il y a du sang qui coule par terre, il y a du sang partout. Son oncle arrive derrière lui, donc Jesse, et il se met à frapper Mario dans la salle de bain. Il le frappe avec une planche en bois, il lui met des coups de couteau et finalement, il emmène Mario dans la chambre et il finit de s'en prendre à lui là-bas, il finit de le tuer dans la chambre. CJ entend comme ça chacun de ses frères, chacun son tour, se faire poignarder et frapper par Jesse. En fait, ce que Jesse fait, c'est qu'il est allé dans la cuisine, il a pris des couteaux et une planche en bois finalement qu'il a trouvée dans la maison et il s'est mis comme ça à massacrer tous les enfants avec. Je vous rappelle que ce sont des enfants qui sont âgés de 2 mois à 9 ans. On n'est pas sur des ados, on n'est pas sur des enfants qui auraient pu se défendre ou quoi que ce soit. Non, on est sur quasiment que des bébés, à part CJ qui a 9 ans. Mario et Cédric sont encore en maternelle. Nia et Cécile Junior, qui sont âgés de 2 mois et de 2 ans, sont même pas encore scolarisés. On est vraiment sur des très très jeunes enfants. Et il est en train de leur taper dessus avec des planches en bois et de lui remettre des grands coups de poignard. Il utilise des grands couteaux de cuisine, vous voyez, des couteaux à viande. Sur des petits enfants comme ça, c'est absolument terrible. Et pendant ce temps, on a CJ qui est en train d'agoniser dans la baignoire, qui entend tout et qui voit des choses. Et on a également Marissa, qui est toujours enfermée dans la chambre avec son bébé de 2 mois et qui entend elle aussi tout ça. Quand Jesse en a fini avec les garçons, il se dirige vers Marissa et il demande à Marissa de lui donner les clés et le téléphone portable de son mari, donc de Cécile. Et Marissa lui répond qu'elle a aucune idée de où ça se trouve, qu'il a qu'à fouiller dans ses poches, que c'est peut-être dans sa voiture. Elle en sait rien et elle demande à Jesse de lui laisser la vie sauve, elle le supplie. Mais Jesse lui répond « Écoute, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de vous éliminer, ton mari, ses amis, toi et tes enfants. » Et puis il tire sur Marissa, qui s'écroule. Ensuite, il se dirige sur le seul enfant qui n'a pas encore attaqué, qui est la petite Nia de 2 mois. Et elle aussi, il la tape à coups de planche et lui met un coup de couteau dans la jambe. Une fois que tout ça est fait, une fois que Jesse se dit que ça y est, tout le monde est mort et qu'il est enfin tranquille dans la maison, il retourne dans le salon et il décide de mettre en scène son crime. Il veut maquiller la scène de crime de façon à faire croire que ce n'est pas lui qui a commis ce massacre, mais que c'est l'œuvre d'un gang. En effet, je vous ai dit qu'ils faisaient tous partie d'un gang, tous les hommes, donc et c'est plausible, effectivement. Cécile aurait pu avoir un problème avec le gang dont il fait partie et ils auraient pu vouloir venir régler leur compte avec lui. Donc il décide d'essayer de faire croire ça à la police et il va déplacer tous les corps des adultes. Donc d'abord, il va prendre le corps de Cécile, son frère, il le met à genoux devant le canapé avec le corps de son frère allongé sur le canapé. Et il lui met dans la main un pochon qui contient du cannabis. Ensuite, il se dirige vers le corps de Shindri Robertson et il la fait descendre du canapé puisqu'elle est morte sur le canapé, donc il la glisse au sol. Il la met le dos contre le canapé avec les jambes tendues et puis il la déshabille. Ne me demandez pas pourquoi il la déshabille, mais il la déshabille. Donc il lui remonte son t-shirt pour dévoiler sa poitrine et puis il lui enlève son pantalon jusqu'au genou. Et il dépose à côté de sa vulve un sachet de crack. Ensuite, il attrape également le corps de Marissa, qu'il met à côté de celui de Shindri, et il met les jambes de Marissa sur celles de Shindri. Là encore, je sais pas pourquoi il fait ça.
Et pour finir, il se dirige vers le corps de Hollis. Lui, il va pas trop le déplacer. Hollis, il est mort plus loin que les autres, il est pas autour du canapé, il est plus vers la porte d'entrée. Et donc Hollis, il va juste le faire rouler un peu, et puis il lui retire son pantalon à lui aussi, je sais pas pourquoi, il lui met son pantalon au niveau des genoux. Jesse va également prendre tous les couteaux qu'il a utilisés pour s'en prendre aux enfants, et il va casser les couteaux, il casse toutes les lames, et ensuite il prend toutes les lames et il les cache dans une tête d'oreiller qu'il met derrière un lit. Et puis, il va également ramasser toutes les douilles et toutes les balles qu'il a tirées dans le salon et il les met dans un sachet de congélation qu'il cache sous une veste. Mais il n'emmène pas les preuves, il les laisse sur place, juste il les cache. Ensuite, il quitte les lieux, il enfourche le vélo de CJ et il part à vélo pour retourner chez Sheila, donc sa petite amie. Quand il arrive chez Sheila, elle est toujours pas rentrée de sa soirée, donc c'est sa fille Kyra qui lui ouvre la porte et Kyra, elle ouvre et elle retourne vite se coucher parce qu'il est 2h30 du matin, donc elle est fatiguée et elle entend Jesse dans la salle de bain, elle entend de l'eau couler, voilà, elle sait pas trop ce qu'il fait. Ensuite, Jesse toque à sa porte, il lui demande s'il peut lui parler, mais Kyra fait comme si elle avait pas entendu, elle a pas envie de parler avec lui et ensuite plus rien, donc elle sait pas ce qui se passe ensuite. Sa mère Sheila finit par rentrer à 5h du matin et quand Sheila rentre, elle trouve Jesse dans son lit, donc elle est un peu surprise parce qu'il savait qu'elle sortait avec des amis, donc elle se dit mais qu'est-ce qu'il fait chez moi? Mais bon, c'est pas grave, elle s'allonge à côté de lui, ils s'endorment et il se réveille à 11h du matin, heure à laquelle il quitte la maison. Kyra, elle, quand elle se lève, elle constate que Jesse a utilisé de la javel dans la salle de bain puisque le tapis de bain est taché de javel et qu'elle voit également le bidon de javel qui traîne dans le couloir au lieu d'être là où il est rangé normalement. On est donc le dimanche 2 mars, les meurtres ont eu lieu dans la nuit et comme je vous l'ai dit, Jesse part avec Sheila, ils partent en voiture, on ignore ce qu'ils ont fait tous les deux, mais Sheila a dit qu'elle n'était pas du tout au courant de ce que Jesse a fait, mais finalement on ne le saura jamais, hein, elle peut tout à fait mentir, peut-être qu'il lui a raconté ce qu'il avait fait. On ne sait pas, toujours est-il qu'ils passent la journée ensemble et que Jesse était censé travailler avec son père ce jour-là. Je vous rappelle qu'ils sont tous les deux peintres en bâtiment, mais il ne s'est pas présenté au travail. Donc Jesse senior était très énervé contre son fils, il s'est rendu chez Nicole, donc sa fille, chez qui Jesse vit normalement, en lui demandant si elle avait vu Jesse, donc elle a répondu que non, pas du tout, il n'avait pas dormi à la maison. Donc il lui dit, écoute, si tu le vois, dis-lui immédiatement de m'appeler parce qu'il va perdre son travail s'il ne me donne pas une explication. Jesse finalement appelle son père le soir, il ne lui donne pas d'explication sur pourquoi il n'est pas venu au travail, mais il lui dit que s'il ne l'a pas contacté plus tôt, eh bien c'est tout simplement parce qu'il s'est disputé avec Sheila et que pour se venger, elle a caché son téléphone, donc il n'était pas possible pour lui de contacter qui que ce soit. Le soir, Jesse a prévu d'aller dîner avec son demi-frère Fat, et sur le trajet, il dit à Fat, est-ce que tu veux qu'on aille chercher Cécile ? C'est très glauque parce qu'il sait que Cécile est morte à ce moment-là, mais il lui demande est-ce qu'on n'irait pas chercher Cécile pour qu'il dîne avec nous, et Fat lui répond écoute, j'ai essayé de le joindre toute la journée, il ne répond pas au téléphone, donc on n'a qu'à y aller juste tous les deux. Fat n'est pas le seul qui n'arrive pas à joindre Cécile, c'est aussi le cas de la mère du petit Cécile Junior. Je vous ai dit que Cécile avait eu une relation extra-conjugale et qu'il avait eu un enfant avec cette femme. Donc cette femme s'appelle Erika et c'est donc la maman du petit Cécile Junior âgé de 2 ans. Elle aussi, forcément, elle essaie de contacter Cécile pour avoir des nouvelles de son fils, etc. Et donc, elle essaie de le contacter depuis le dimanche matin, sans succès. Ça lui a semblé bizarre, hein, forcément, quand on est maman, ne pas avoir de nouvelles de son bébé de 2 ans, c'est super inquiétant. Donc, elle s'est carrément rendue à la maison dans l'après-midi et elle a constaté que la porte était entrouverte. Elle a jeté un œil vite fait, mais elle a rien vu, hein, les corps étaient cachés à sa vue. Et par contre, elle a entendu la radio qui tournait. Et quand elle a appelé, qu'elle a toqué, personne n'a répondu. Donc elle a trouvé ça vraiment bizarre et elle est repartie. C'est le lendemain, le lundi 3 mars, qu'Erika commence à vraiment s'inquiéter encore plus. Elle appelle différentes personnes pour savoir s'ils ont des nouvelles de Cécile et des enfants, s'ils savent où ils sont passés, pourquoi ils ne répondent pas au téléphone. Et Fat lui dit que lui aussi a tenté de joindre Cécile toute la journée de la veille, qu'il n'a toujours pas non plus de nouvelles et il lui conseille d'appeler la police et c'est ce qu'elle va faire. Donc en fin d'après-midi, elle appelle la police et elle les attend devant la maison. Ça fait 40 heures que le massacre a eu lieu quand la police arrive au 722 Leicester Street, une petite maison tranquille d'un quartier résidentiel de la ville de Memphis. Au moment où les policiers s'approchent de la porte, ils sont saisis par une odeur de mort qu'ils reconnaissent immédiatement.
Eux aussi, ça leur semble bizarre que la porte soit restée entrouverte. Il y a 2 portes. Les Américains, souvent, ils ont 2 portes comme ça. Une porte qu'on appelle une contre-porte. Eux, ils appellent ça une porte anti-tempête. Et ensuite, la porte d'entrée. Donc la porte anti-tempête est fermée, mais la porte d'entrée est entrouverte. Donc ils entrent dans la maison et ils voient immédiatement le corps de Hollis. Puis ils relèvent la tête, ils regardent dans le salon et ils voient les corps des 3 autres adultes. Ils prennent même pas la peine de prendre leur pouls, de vérifier s'ils sont vivants ou quoi que ce soit, parce que ça leur semble évident qu'ils sont morts et depuis un bon moment déjà. La maison est dans un état de désordre et de saleté, il y a du sang absolument partout. Et un des policiers continue à explorer la maison. Il se rend ensuite dans la salle de bain, c'est la prochaine pièce dans le couloir, et il découvre CJ, inerte dans la baignoire, qui baigne dans son sang. Seulement, alors qu'il s'apprête à quitter la pièce, il voit que CJ cligne des yeux et il comprend que CJ est vivant. CJ, malgré la gravité de ses blessures, a survécu tout seul dans la baignoire pendant 40 heures. C'est complètement dingue. Le policier continue à explorer les autres pièces et pendant ce temps, il y a un de ses collègues qui découvre la petite Senia et qui constate qu'elle aussi est toujours vivante. C'est complètement dingue. Elle aussi a subi des blessures très graves, mais elle est toujours en vie. Donc il attrape la petite fille, il la sort vite de la maison pour essayer de lui sauver la vie. Et les pompiers arrivent à ce moment-là. En fait, au moment où les policiers quittent la maison, les pompiers arrivent. Donc ils leur disent que, à leur sens, ils n'ont pas trouvé de survivants à part le petit bébé Senia et CJ, le petit de 9 ans qu'ils ont trouvé dans la baignoire. Donc ils disent aux pompiers d'aller tout de suite secourir CJ et puis qu'ensuite ils auront qu'à vérifier le pouls de tout le monde pour vérifier s'il y a d'autres survivants miraculeusement. Mais à leur sens, vu l'état des autres corps, pour eux, ils sont tous morts. Donc les pompiers entrent dans la maison. Là aussi, quand ils voient les adultes, ils ont pas vraiment de doute sur le fait qu'ils sont morts, mais ils prennent quand même les pouls. Et effectivement, ils sont tous morts. Donc il faut savoir qu'en plus, c'était des jeunes adultes. On est sur des trentenaires pour les hommes. Hollis et Cécile étaient trentenaires et leur copine était plus jeune puisque Marissa n'avait que 27 ans et Shindri n'avait que 22 ans. Donc vraiment, des gens qui avaient la vie devant eux. Bon, en attendant, il y a un pompier qui est en train de secourir CJ et ce pompier, il a une vision d'horreur puisqu'il arrive dans la salle de bain, il voit CJ et puis là, CJ en fait tourne lentement sa tête vers lui comme ça. Et là, il voit que sur le côté de sa tête, il y a un long couteau planté. Donc CJ est resté 40 heures dans la baignoire avec un grand couteau planté dans le crâne. C'est terrifiant. Donc il prend le petit, il le sort, il l'envoie dans une ambulance jusqu'à l'hôpital pour qu'il soit soigné le plus vite possible. La petite Senia, elle aussi, a été envoyée à l'hôpital. Puis il commence à faire le tour des autres chambres. Et là, miracle, il y a un autre enfant qui a survécu. Il s'agit du petit Cédric, âgé de 5 ans. Lui aussi est dans un état très grave, il est carrément dans le coma, c'est pour ça que les policiers ont pensé qu'il était mort, mais les pompiers trouvent un pouls, donc Cédric lui aussi est envoyé à l'hôpital. Par contre, malheureusement, les autres petits garçons, donc c'est Mario, 4 ans, et Cécile Junior, 2 ans, sont morts. Ce sont donc 4 adultes et 2 très jeunes enfants qui ont été assassinés, et 3 enfants de 9 ans, 5 ans et 2 mois qui ont été agressés et qui sont dans un état très grave. Bon, une fois que tous les survivants sont mis hors de danger, ont été envoyés à l'hôpital, qu'ils ont constaté que le tueur n'était plus sur place, eh bien, ils se dirigent vers la scène de crime pour commencer à l'analyser, à voir s'ils peuvent trouver des preuves, etc. Et en fait, ils voient tout de suite que la scène de crime a été mise en scène, a été maquillée, parce que Jesse n'a pas été très malin. Voilà, les policiers, ils ont l'habitude de travailler sur des crimes, bon, pas ce genre de crime, clairement, des massacres comme ça, avec des enfants qui se font massacrer. Heureusement, c'est pas quelque chose de courant, mais bon, des adultes qui sont assassinés par des gangs, ça, ils ont l'habitude de le voir, et là, ils voient tout de suite que c'est pas l'œuvre d'un gang, malgré ce que Jesse a voulu leur faire croire. Bon, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est que les gangs, en général, ont des règles strictes, et il y a des règles qui sont, on va dire, plus ou moins les mêmes dans tous les gangs, et il y a une de ces règles qui est de ne jamais toucher aux femmes et aux enfants.
Si tu as un problème avec quelqu'un, eh bien tu règles le problème avec cette personne, tu ne t'en prends pas à ses proches, surtout si ceux-ci sont innocents comme c'était le cas ici. En plus de ça, on voit bien que la personne qui a fait le coup est restée un long moment après les faits, puisque la personne a pris le temps de ramasser des indices pour les cacher, la personne a pris le temps de déplacer les corps, etc. Donc là encore, ça ressemble pas du tout à ce qu'aurait fait un gang, puisque un gang, il va venir faire ce qu'il a à faire et repartir. Il va pas s'embêter à rester dans la maison comme ça pendant hyper longtemps. Autre chose, un gang, ils utilisent plutôt des armes à feu et ils viennent avec suffisamment de munitions. Ils vont pas aller utiliser des objets de la maison pour commettre leur meurtre. Ils tuent par balle, simple, efficace, et ils repartent, c'est tout. En tout cas, de l'expérience des policiers, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, ils se disent que, selon eux, ce n'est pas l'œuvre d'un gang. Ce qu'ils pensent, c'est plutôt qu'il s'agit de quelqu'un qui connaissait la maison, qui connaissait les lieux, puisque la personne a pris du temps pour maquiller la scène de crime par la suite. Donc ça veut dire que cette personne savait que personne ne risquait de venir et de le surprendre. Et en plus, il s'est dirigé immédiatement vers les couteaux dans la cuisine, etc. Donc là encore, ça montre que c'est quelqu'un qui savait où se trouvaient les couteaux, où se trouvait la planche en bois, etc. Pour ce qui est de l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'un crime lié à la drogue, puisque c'est également ce que Jessie a voulu faire croire en laissant de la drogue sur les corps, là encore la police n'y croit pas, puisque le pochon de cannabis qui est retrouvé dans la main de Cécile est un très gros pochon, donc Cécile ne peut même pas fermer sa main en entier sur le pochon, pour vous dire à quel point c'est un gros sachet. Donc c'est invraisemblable que Cécile se fasse tirer dessus et qu'il garde le sachet comme ça serré dans sa main, alors que c'est pas un sachet qui est facile à tenir dans sa main. À la limite, il aurait pu fermer son poing dessus, pourquoi pas, mais là c'est pas du tout le cas, c'est quelque chose qui est pas pratique à tenir, donc forcément quand tu te fais tirer dessus, soit par réflexe tu vas le lâcher, soit en essayant de te défendre, tu vas le lâcher, tu le gardes pas dans ta main pendant qu'on est en train de t'assassiner, ça n'a pas vraiment de sens. Pour ce qui est des blessures de chacun, Cécile a reçu 8 balles au total, il en a une dans la tête qui a été tirée à travers un coussin. Là encore, je sais pas pourquoi Jessie a fait ça. Il en a une autre qui a été tirée dans son cou, une dans la poitrine et 5 au niveau des jambes. Sa femme Marissa a reçu 5 balles au total, une dans la tête, une dans la poitrine, une dans le ventre et 2 dans les jambes. Hollis a reçu 3 balles, une dans la tête et 2 dans le torse. Et enfin, Shindri a reçu 4 balles, toutes au niveau des membres inférieurs, donc les jambes et les cuisses. Alors Shindri n'est pas morte comme les autres puisqu'ils ont reçu des balles qui ont été mortelles, qui les ont tués sur le coup. Shindri, elle, comme elle a reçu que des balles dans les membres inférieurs, eh bien elle a agonisé pendant un certain temps, donc les médecins légistes n'ont pas su dire combien de temps exactement, mais son agonie a dû durer entre 5 et 30 minutes, pendant lesquelles elle s'est vidée de son sang puisque son artère fémorale a été touchée. C'est assez étrange que Jessie se soit acharnée comme ça à leur tirer dans les jambes à tous, puisque son but c'était de les tuer, donc pourquoi pas juste viser le haut du corps, ce qui est plus efficace quand même pour tuer quelqu'un. Donc il y a sûrement une raison à ça, mais encore aujourd'hui, on ne la connaît pas, on ne sait pas pourquoi Jessie a fait ça, mais il y a 3 adultes sur 4 qui avaient des balles dans les jambes. Pour ce qui est des 2 enfants qui sont morts, donc c'est Mario, le petit de 4 ans, a été frappé à la tête très violemment avec une planche en bois et il a été poignardé à plusieurs reprises. Il a reçu des coups de couteau dans la tête ainsi qu'un coup de couteau dans la poitrine qui a carrément traversé tout son corps. C'est Mario a reçu des coups tellement violents que son crâne a été cassé et qu'il avait des hématomes au cerveau. Cécile Junior, l'autre petit qui est décédé, je vous rappelle qu'il n'est âgé que de 2 ans, c'est vraiment hyper triste parce que Cécile Junior avait des petites tresses dans lesquelles il avait des perles vertes. Et en fait, on retrouve des perles vertes cassées un peu partout dans la maison, donc on comprend que le petit Cécile Junior a essayé de s'échapper, a essayé de sauver sa vie et que son oncle le poursuivait en le frappant sur la tête avec la planche. Donc les perles ont cassé et ont été retrouvées un peu partout. Il y a également sous le choc carrément certaines de ces tresses qui ont été arrachées et qui sont retrouvées au sol. Cécile avait
énormément de blessures. Il a reçu des coups de couteau, notamment à la tête, 7 coups de couteau dans son petit visage. Et il a également été poignardé au niveau du torse, ainsi que des membres. Donc vraiment, Jesse ne lui a laissé aucune chance, il s'est vraiment acharné sur ce petit garçon. Vous vous demandez peut-être pourquoi personne n'a réussi à s'échapper de la maison, donc je vais répondre brièvement à cette question, tout simplement parce que la plupart des fenêtres de la maison sont dotées de barreaux, donc c'est impossible de s'échapper par les fenêtres. Il y a 2 portes qui donnent vers l'extérieur, il y en a une qui est plus ou moins condamnée, on voit qu'elle ne sert jamais, elle est carrément fermée par une corde qui est nouée, donc ça aurait pris un long moment d'essayer de sortir par cette porte-là, et finalement la seule porte qui reste c'est la porte d'entrée, et pour ça il fallait passer par le salon. Or Jesse a dû faire attention à toujours rester dans le couloir et à surveiller que personne tente de s'échapper, donc personne n'a rien pu faire. En final, si un enfant tentait de s'échapper, il allait le tuer immédiatement, et voilà. Bon, bien évidemment, les policiers et les pompiers qui ont vu cette scène de crime sont terriblement choqués, et ils veulent trouver au plus vite la personne ou les personnes qui ont fait ça. Donc ils commencent à collecter toutes les preuves qu'ils peuvent, ils essaient de récupérer des preuves ADN, des empreintes, ce genre de choses, mais malheureusement c'est un travail qui est très compliqué puisque la maison est dans un état de désordre et de saleté assez impressionnant. Le ménage était clairement pas fait très souvent, donc finalement il y a énormément de poils, énormément de cheveux, énormément de traces ADN un peu partout dans la maison, et il est impossible de savoir depuis combien de temps tout ça est là. C'est pas forcément lié au meurtre, vous voyez, quand le ménage est fait régulièrement, on sait que par exemple les cheveux retrouvés ne peuvent être là que depuis 1, 2, 3 jours, or là ça fait peut-être des mois que c'est là, donc c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de passages dans cette maison, donc même si on retrouve un poil ou un cheveu, ça veut pas forcément dire que la personne est impliquée. Même les poils et les cheveux qui sont retrouvés sur les corps, finalement comme les corps ont été déplacés et qu'ils étaient pleins de sang, en fait toutes les crasses qui étaient par terre se sont accrochées à eux. Donc en fait même si on retrouve dans les plaies des poils, des cheveux, des choses comme ça, ça veut pas dire que ça appartient au tueur. Donc ils vont quand même faire analyser certains de ces poils et de ces cheveux, mais ça donne rien de particulier puisque voilà, c'est des gens qui sont pas fichés, donc on sait même pas à qui ça appartient, puis il y en a tellement que c'est compliqué. Et l'ADN de Jesse, c'est normal qu'il se trouve sur place finalement, puisque c'était le frère de Cécile. Donc ça va pas donner d'informations vraiment très importantes à la police, et l'ADN de Jesse, fait assez étrange, ne va pas être retrouvé à des points stratégiques. Donc ça leur donne pas d'infos finalement, ils retrouvent pas son ADN, ils retrouvent pas ses empreintes, par exemple sur les manches des couteaux ou des choses comme ça. C'est impossible avec les preuves de savoir que c'est Jesse qui a fait le coup, donc les policiers sont vraiment dans l'impasse. Les policiers comptent sur le témoignage des enfants pour avancer dans l'enquête, et en particulier sur le témoignage du petit CJ, déjà parce qu'il est âgé de 9 ans, c'est le plus âgé, donc c'est le plus à même de leur donner des informations pertinentes, et en plus de ça, ils ont appris par les proches de CJ qu'il connaît bien les relations de son père, il connaît le nom de ses amis, etc. Donc si c'est quelqu'un qui connaissait son père qui a fait le coup, eh bien CJ saura le dire. Le problème, c'est que CJ, il est dans un état très grave à l'hôpital. Clairement, les 3 enfants, ils sont dans un état tellement grave que les médecins disent aux policiers « On n'est vraiment pas sûr qu'on va réussir à les sauver, c'est possible qu'à tout moment, il meurt. » Donc les policiers se disent il faut qu'on parle rapidement à CJ, ils vont lui rendre visite à l'hôpital, mais CJ, la plupart du temps, il est inconscient, il a très peu de moments où il est éveillé, et dans les moments où il est éveillé, il délire complètement, il hurle des noms au hasard, on sait pas trop ce qu'il raconte, c'est complètement incohérent. Cédric, lui, il est dans le coma, et la petite Sénia, elle a que 2 mois, donc elle va pas pouvoir aider, bien évidemment. Donc les policiers décident d'interroger des personnes qui pourraient avoir des informations, des voisins, des membres de la famille, des amis. Enfin voilà, ils se mettent à interroger un peu tout le monde pour voir si les gens ont des informations, s'ils savent qui aurait pu vouloir faire du mal à Cécile, Marissa, Hollis, Shindri et les enfants. C'est ainsi qu'ils apprennent que Cécile déjà faisait partie d'un gang, et en plus qui s'était disputée avec certains membres de ce gang. Donc la police va faire appel à un informateur qui se renseigne sur cette histoire et qui leur explique la chose suivante. Cécile, après une soirée en boîte de nuit, va chez un dénommé Franck. Franck, c'est l'homme chez lequel ils étaient allés également le soir du meurtre. Je sais pas si vous vous souvenez. Et donc ce fameux Franck reçoit donc chez lui Cécile et sa copine, enfin sa femme Marissa, et Franck a également chez lui sa copine qui est présente.
Le problème, c'est que Cécile, il est vraiment alcoolisé, il commence à se disputer avec Marissa, et la dispute est vraiment violente. Cécile se met carrément à frapper Marissa, qui se réfugie dans une chambre de l'appartement, et en fait, la copine de Franck va s'enfermer avec elle dans la chambre. Et à ce moment-là, elles sont toutes les deux terrifiées puisqu'il y a Cécile qui est derrière la porte en train de les menacer toutes les deux et en train d'essayer de défoncer la porte. Donc la copine de Franck appelle la police en expliquant qu'elle est en danger, etc. La police arrive et ça plaît pas du tout à Cécile qui, pour se venger, dit au policier qu'il sait que la copine de Franck a de la drogue chez elle. Et ça ne plaît pas du tout au gang. Parce que le gang n'est pas censé se balancer les uns les autres à la police. C'est encore une fois une des règles du gang, c'est une règle très importante, donc forcément à ce moment-là, Cécile, il ne se fait pas bien voir du tout par son gang. Le fait que la copine de Franck ait appelé la police, c'est ok parce que elle fait pas directement partie du gang. Par contre que lui, il aille balancer la copine d'un pote et qu'il aille en même temps balancer son pote parce que lui aussi forcément est complice puisqu'il vit avec sa copine, eh ben ça se fait pas du tout. Ce qui se passe dans ce genre de cas, c'est que le gang se réunit et ils décident tous ensemble au cours de cette réunion de la sanction que va recevoir le membre qui n'a pas respecté le règlement. Donc les sanctions d'un gang, c'est de la violence, hein, ça va être des coups, donc ça va être, par exemple 2 coups de poing dans le visage, condamné à 1 coup de poing dans le nez, enfin vous voyez, c'est comme ça des punitions violentes, et la pire punition qu'une personne puisse recevoir, c'est la mise à mort. Finalement, Cécile ne s'est jamais rendue à cette réunion, et on ne sait pas du tout quelles sanctions avaient été prévues pour lui, mais en tout cas, quand ils entendent ça, les policiers qui ne croyaient pas du tout à cette histoire de gang à la base, se disent que finalement, c'est une piste solide, ils vont devoir la suivre et ils vont devoir se renseigner sur ce gang. Les membres du gang que la police a interrogés ont tous nié. Ils ont expliqué qu'effectivement, quand ils avaient entendu parler des meurtres, ils ont eu peur que ce soit l'œuvre de l'un d'entre eux, parce qu'ils savaient qu'il y avait les problèmes avec Cécile dont je vous ai parlé. Cécile avait aussi eu d'autres problèmes, il avait volé de l'argent, enfin... Ils s'étaient pas fait que des amis dans le gang, mais en fait, ce qu'ils expliquent aux policiers, c'est que quand quelqu'un a un problème avec quelqu'un d'autre dans le gang, c'est ce que je vous disais plus tôt, il va pas aller tuer tout le monde. Déjà, ils vont pas commettre de meurtre chez quelqu'un, surtout s'il y a sa famille qui est présente. Ils vont essayer de l'isoler. Ils ont dit que c'est pas généralement très compliqué de réussir à isoler quelqu'un. Donc, ils auraient fait en sorte d'isoler Cécile, de le sortir de chez lui, et puis ils l'auraient abattu lui, et point final, ils auraient jamais touché à sa femme et ses enfants. Ils expliquent en plus de ça, Cécile, même si effectivement il avait fait des choses pas correctes à leur égard, eh bien il a de très 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 bons amis dans le gang, des personnes qui sont tellement proches de lui qu'ils le considèrent comme un membre de leur famille et que clairement personne n'aurait jamais tué Cécile. La sanction qu'il lui aurait donnée pour ce qu'il avait fait, ça aurait pas été une mise à mort, c'est sûr et certain. Cependant, il y a Nicole, la sœur de Jessie et Cécile, donc chez qui Jessie habite depuis sa sortie de prison, qui affirme qu'effectivement, il y a bien un gang qui veut s'en prendre à sa famille. Elle affirme que le gang a défoncé sa porte d'entrée. Alors à la suite de ça, elle s'est réfugiée chez une cousine avec ses enfants ainsi qu'avec Jessie et leur maman, Priscilla. Et donc ils se sont tous réfugiés chez cette cousine. Et elle dit qu'à partir du moment où ils étaient chez la cousine, elle a reçu un appel qui provenait de sa maison. Donc comme si le gang était entré chez elle et l'avait appelée depuis son fixe. Donc elle est vraiment terrifiée et elle fait part de tout ça à la police. La police prend ça très au sérieux puisque à ce stade, ils savent pas qui a commis le massacre. Et en fait, admettons que ce soit le gang, eh bien effectivement, les autres membres de la famille sont en danger. Alors, pour ce qui est des enfants qui ont survécu, vous inquiétez pas, ils sont en sécurité à l'hôpital, ils sont dans une unité protégée, leur identité est protégée, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que Nicole, Jessie, leur maman, les enfants de Nicole, enfin, on sait jamais, peut-être que le gang pourrait s'en prendre à eux. Donc la police décide de les protéger. Et donc ils décident de patrouiller autour de la maison de la cousine où ils se sont réfugiés. Mais le truc, c'est que Jessie, quand il voit que la police approche de la maison, il se met à péter un câble. Il attrape un pistolet, il se le met sur la tempe et il dit je suis sûr que s'ils viennent, c'est pour m'arrêter, ils vont essayer de me mettre la faute dessus, ils vont essayer de me faire porter le chapeau pour les crimes
tout ça parce que je suis un ancien détenu et je préfère encore me suicider et être enterré avec mon frère. Quand elle voit ça, sa cousine, elle sort précipitamment de la maison, elle va tout de suite voir les policiers en leur expliquant ce qui est en train de se passer et ils arrivent à raisonner, à rassurer Jessie en disant qu'ils sont rien contre lui. Jessie pose son pistolet, tout va bien et ils envoient la famille dans une autre maison où ils seront mieux protégés et où ils sont sous protection policière. Donc en fait, ils sont en train de protéger le tueur sans le savoir. C'est assez dingue. Mais ils vont pas tarder à le savoir, puisque le 7 mars, il y a une infirmière qui les appelle en leur disant que ça y est, CJ va mieux. CJ est un petit peu rétabli, il a repris connaissance, il a des moments de conscience beaucoup plus longs et il est capable de tenir des propos cohérents, de tenir une conversation. Donc elle conseille aux policiers de venir rapidement pour lui parler. CJ leur explique alors qu'il a quasiment tout vu de ce qui s'est passé et que la personne qui a fait le coup, c'est son oncle Junior. Donc Junior, c'est Jessie, c'est le surnom que les membres de sa famille lui donnaient. CJ affirme que son oncle a agi seul et dès le lendemain, Jessie est arrêtée. Lors de son interrogatoire, Jessie continue de nier et d'accuser les gangsters disciples, mais les policiers sentent qu'il leur cache quelque chose. Ils voient que Jessie, quand il parle, il doit se concentrer. C'est un effort pour lui. Ils voient que vraiment il fait attention à chaque mot qu'il prononce, etc. Donc ils sentent qu'ils peuvent, en tirer plus. Du coup, ils décident de lui diffuser l'enregistrement de CJ qui dit que c'est son oncle Junior qui a fait le coup. Donc ils lui diffusent ça, et à ce moment-là, Jessie a les larmes aux yeux, et il craque. Et il avoue tout. Il explique qu'en fait, il a passé la journée entière à se disputer avec Cécile. On ne sait pas de quoi parlait cette dispute, hein. On ne sait pas si c'est encore cette histoire de veste en cuir. On n'en a aucune idée. En tout cas, Jessie parle rapidement de cette histoire de veste en cuir en expliquant que son frère l'avait accusé de vol, mais que c'était pas vrai. Enfin, on sent que c'est encore quelque chose qui l'énerve. Donc, est-ce que c'est encore ça qui a fait que les frères se sont disputés toute la journée? Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Toujours est-il qu'il explique que la dispute était de plus en plus sérieuse et qu'en arrivant chez Cécile, ils étaient vraiment rendus à s'insulter, à se hurler dessus. Et il explique qu'à un moment donné, Cécile s'est dirigée vers son pistolet et qu'en fait, sans réfléchir, il a fait feu, il a tué tout le monde, parce qu'il a eu peur pour sa propre vie. En ce qui concerne les enfants, il explique tout simplement qu'il ne voulait pas laisser de témoins, que les enfants l'avaient vu et qu'il n'avait donc pas le choix que de tuer tout le monde. Après ce témoignage, les policiers commencent bien évidemment à lui poser des questions pour avoir plus de détails, mais Jessie se ferme. Il refuse de répondre à leurs questions et demande à avoir un avocat. Il demande également à parler à sa maman, Priscilla, et les policiers acceptent. Donc ils font venir Priscilla dans le commissariat et ils mettent Jessie et sa maman dans une pièce, et là Jessie va lui répéter que c'est lui qui a fait le coup. En fait, sa maman lui dit « mais ils sont en train d'essayer de t'accuser », et il lui dit « non, ils sont pas en train d'essayer de m'accuser, j'ai vraiment fait le coup, c'est moi qui les ai tués ». Et donc là, sa mère est complètement choquée, elle lui dit « mais pourquoi les enfants ?» Il lui dit « parce qu'ils m'ont vu ». Et là, elle lui dit « mais pourquoi le bébé ? Pourquoi Sénia, 2 mois ?» Enfin, elle allait pas te balancer à la police, quoi, il y avait vraiment aucun intérêt à la tuer. Et là, Jessie arrête de répondre, parce que je pense qu'il a rien à dire, hein. Il a tué Sénia totalement gratuitement. Et du coup, Jessie ne dit plus rien, sa maman lui dit « je t'aime » et elle quitte la pièce. Au procès, Jessie plaide non coupable. Donc, il dit qu'en fait, les aveux qu'il a donnés aux policiers ont été obtenus sous la contrainte. Il dit que les policiers l'ont menacé de mort, qu'ils ont menacé de s'en prendre à des membres de sa famille. Il dit que les policiers lui hurlaient dessus et qu'également il avait enchaîné les nuits blanches, qu'en fait depuis les meurtres, il n'avait pas réussi à dormir, qu'il était dans un état de faiblesse, qu'en plus de ça, il l'avait attaché avec des menottes à la table et qu'il est resté comme ça attaché à la table pendant tout l'interrogatoire, qu'il était vraiment, vraiment mal et qu'il a fini par craquer et leur dire ce qu'ils avaient envie d'entendre, mais que ce n'était pas vrai. Ses avocats, eux, ils continuent à explorer la thèse d'un gang, ils continuent à dire qu'effectivement, le massacre a été commis par les gangsters disciples, et ils s'appuient également sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de preuves matérielles qui a été retrouvées contre Jessie, ça c'est vrai. Par exemple, le vélo qui a été retrouvé derrière chez Sheila, sa copine, il n'y a pas de sang dessus, il n'y a pas d'ADN des enfants ou quoi que ce soit. Enfin, il y a des éléments comme ça qui sont assez bizarres où on n'a pas retrouvé d'ADN alors qu'on aurait dû en retrouver. Ils essayent également de discréditer le témoignage de Cédric
et de CJ, puisque je vous l'annonce maintenant, les 3 enfants ont survécu. C'est complètement dingue avec les blessures qu'ils avaient subies. Je vais vous raconter après dans quel état ils étaient quand ils sont arrivés à l'hôpital, mais c'est assez dingue. Les 3 ont survécu, les 3 ont réussi à être sauvés à l'hôpital par les médecins et Cédric et CJ ont pu tous les 2 témoigner au tribunal. Donc le procès a eu lieu en 2010, soit 2 ans après les faits, donc ils étaient un petit peu plus grands et ils ont tous les 2 accusé leur oncle Jesse. Mais ce que les avocats de Jesse ont dit, c'est que le premier interrogatoire de CJ ainsi que le premier interrogatoire de Cédric, en fait tous les 2, quand ils ont pu être interrogés par la police, ils ont pas vraiment dit ça. Je vous ai dit que CJ au tout début, il était un peu incohérent, etc. Donc il a cité d'autres noms, il a dit qu'il y avait un homme masqué dans la maison, et Cédric, quant à lui, il était tout petit, il avait 5 ans, et du coup il se trompait dans les moments de la journée, il racontait oui, il y avait un tel qui était dans la maison, sauf qu'en fait quand les policiers creusaient, ils se rendaient compte que c'était un autre jour que cette personne était venue et que ça n'a rien à voir. Donc bon, les avocats ont misé là-dessus en disant que les enfants étaient pas crédibles, qu'ils avaient cité plusieurs noms, qu'ils avaient changé de version, etc. Mais en fait, les enfants, lors de leur premier interrogatoire, le massacre venait d'avoir lieu, ils étaient encore blessés, ils étaient encore à l'hôpital, et en plus de ça, ils étaient traumatisés par ce qu'ils venaient de vivre, donc forcément qu'ils tenaient des propos un peu incohérents. Finalement, après, dès qu'ils allaient mieux, ils ont tous les 2 dit que c'était Jesse qui avait fait le coup, et uniquement Jesse, et ils ont plus jamais varié leur témoignage. Et ce jour-là, au procès, ils continuent à dire non, c'est notre oncle Jesse, et uniquement lui, on était présents, on a tout vu, et on peut vous l'assurer. D'ailleurs, puisque je vous parle des enfants, je vous ai dit que j'allais vous expliquer les blessures que les survivants avaient subies, puisque je vous ai parlé des 2 enfants qui sont décédés, mais je vous ai pas dit ce qui était arrivé à CJ, à Cédric et à Senia. Donc pour commencer par CJ, comme vous le savez, il a été retrouvé avec un long couteau planté dans le crâne, mais en plus de ça, il avait également des fractures très graves à la tête, une fracture du crâne avec carrément des morceaux de son crâne qui étaient rentrés à l'intérieur de sa tête. Il avait été poignardé à la poitrine. Je vous ai dit également que Jesse l'avait coupé au niveau du cou et en fait il avait des coupures de couteau un peu partout sur le corps. Quant à Cédric, il avait subi plusieurs coups très violents à la tête avec la planche en bois. Il avait de multiples fractures au visage, dont une fracture du nez qui était carrément entrée à l'intérieur de son crâne. Et il avait été poignardé également à la tête. Il avait notamment été poignardé au niveau de l'œil, du front et du cou, donc lui aussi des blessures très graves. Et comme je vous l'ai dit, Cédric était carrément dans le coma quand les pompiers sont arrivés. Quant à la petite Senia, c'est finalement l'enfant sur lequel il s'est le moins acharné, heureusement, parce qu'elle était toute fragile, la pauvre, seulement 2 mois. Mais quand même, quand elle a été retrouvée, c'est pas rien, hein, elle a quand même subi des choses atroces, mais les autres enfants étaient carrément défigurés, il s'est vraiment acharné dessus. Elle avait une partie des cheveux qui avait été arrachée carrément, vous voyez son crâne. Elle avait une partie qui avait été scalpée parce qu'il a dû lui taper sur la tête avec la planche également, et ensuite il l'avait juste poignardée à la jambe. Heureusement, il n'est pas allé lui poignarder le ventre, etc. Parce que sinon, la petite, malheureusement, je pense qu'elle serait décédée vu la taille qu'elle faisait. Elle était vraiment minuscule. En tout cas, les 3 enfants seraient morts sans intervention médicale. Et je vous rappelle que c'est complètement dingue parce qu'ils sont restés tous les 3 40 heures en train d'agoniser lentement dans la maison à côté des corps de leur famille. À la fin du procès, Jesse, qui avait été plutôt calme pendant tout le procès, a pu s'exprimer. Et là, il s'est mis vraiment à s'énerver, à donner sa version des faits. Donc, il a donné une toute autre version que celle qu'il avait donnée précédemment. En fait, ce qu'il a expliqué, c'est que il était bien dans la maison au moment des faits, que Marissa a dit qu'il fallait qu'elle aille changer les draps d'un lit. Il lui a dit, écoute, laisse tomber, je m'en occupe pour toi, pour lui donner un coup de main. Qu'il était donc dans une des chambres à coucher au moment où les coups de feu ont commencé à fuser. Il a eu peur, donc il s'est mis sous le lit et il dit qu'en fait, pendant tout ce qui s'est passé, pendant tous les meurtres, il était sous le lit. Donc il dit qu'il a rien vu, qu'il a même pas entendu les enfants crier ou quoi que ce soit. Trop bizarre, qu'il est resté là caché sous le lit et qu'au final, dès que la maison a été silencieuse et qu'il s'est dit que le ou les tueurs étaient partis, eh bien, il est sorti et il a quitté précipitamment la maison. Il a pris le vélo de CJ, il est rentré chez sa copine Sheila. Et voilà. Pour ce qui est de la javel qu'il a utilisée dans la salle de bain de Sheila, il dit tout simplement qu'il était tellement choqué par ce qu'il venait de vivre qu'il a vomi dans les toilettes et un peu par terre, donc il s'est mis à nettoyer avec la javel. Le sort des enfants a particulièrement, bien évidemment, j'ai envie de vous dire, choqué et touché les jurés, et ils ont même pleuré pour certains quand ils ont découvert les photos d'autopsie, puisque les photos de l'autopsie des 2 petits qui sont morts donc ont été montrées au tribunal. Ça devait être absolument
atroce. Et finalement, au bout de seulement 1h30 de délibération, ils ont déclaré Jesse coupable. En même temps, j'ai envie de vous dire, les arguments de Jesse, ils sont pas du tout convaincants. Sa version des faits qu'il a donnée au tribunal, c'est n'importe quoi. Admettons que ce soit vrai, ça veut dire que le gars, il aurait quitté la maison sans savoir si tout le monde est mort. Il dit oui, je pensais qu'ils étaient morts, mais tu vas même pas vérifier alors que ce sont tes neveux et nièces, que c'est ton frère, ta belle-sœur, enfin, c'est des gens que tu connais, que t'es censé aimer, tu vas même pas vérifier si tout va bien, et à la limite que tu puisses avoir peur et quitter précipitamment les lieux, ok, mais t'appelles les secours, il l'a pas fait, et il a pas non plus parlé de ça à qui que ce soit, il a fait semblant pendant 3 jours qu'il savait pas ce qui s'était passé. Donc ça n'a aucun sens, c'est vraiment une attitude de coupable, si vraiment t'as rien à te reprocher, tu n'agis pas de cette façon. Donc personne a cru à sa version des faits. Le lendemain, le juge annonce sa sentence à Jesse, il est condamné 6 fois à mort. Une condamnation à mort pour tous les meurtres qu'il a commis. En fait, le juge a expliqué que pour lui, les victimes étaient toutes des personnes distinctes. C'était toutes des personnes qui avaient la vie devant elles. Ce sont toutes des personnes avec leur histoire, leur souffrance, etc. Et finalement, elles méritent toutes d'obtenir justice. Donc plutôt que de donner une condamnation à mort pour tous les meurtres, il a voulu vraiment donner une condamnation à mort pour chaque meurtre. Quelque temps plus tard, Jesse est repassé au tribunal, cette fois pour ce qu'il a fait aux 3 enfants survivants, donc pour tentative de meurtre. Et là encore, il a pris le maximum, et le maximum pour ce qu'il leur a fait subir, c'est 40 ans de prison. Donc il a pris 40 ans par enfant, donc 120 ans de prison qui viennent s'ajouter aux 6 condamnations à mort. Si la date d'exécution de Jesse avait d'abord été fixée au 2 mars 2012, eh bien à ce jour, il n'a toujours pas été exécuté, il est toujours dans le couloir de la mort, il clame toujours son innocence et il a essayé plusieurs fois de faire appel sans succès. Pour terminer cette vidéo, je vous donne quelques nouvelles des enfants survivants. Donc après les faits, ils ont été confiés tous les 3 à leur grand-mère maternelle, Ida. Et je vais pas vous mentir, ils ont pas eu la vie très facile encore avec Ida, malgré le fait qu'elle les aimait de tout son cœur et qu'elle a vraiment tout fait pour les aider. Le problème, c'est qu'elle a perdu son emploi parce que justement, elle était obligée de s'occuper de ses enfants quotidiennement, c'était pas facile et ils se sont retrouvés dans une situation de précarité, ils ont dû faire des cagnottes pour essayer de demander à l'aide, mais malgré tout, voilà, les enfants ont quand même réussi à reprendre une vie normale. Bon, le traumatisme a été très très grand et très difficile à surmonter, on s'en doute. Donc Ida a été d'une grande aide, elle a été d'un grand soutien psychologique pour les enfants, elle les a fait suivre par des psychologues, des psychiatres, etc. Donc les enfants ont réussi à se reconstruire quand même, et les dernières nouvelles qu'on a eues de la part de Ida datent de 2017 et elle expliquait que tous les enfants allaient très bien. Senia, elle est passionnée par la danse classique, c'est la meilleure élève de sa classe, elle a des super notes, donc sûrement un brillant avenir devant elle. Cédric, quant à lui, c'est un fanat de basket, et CJ, eh bien, tout va bien également pour lui. Il est concentré sur son futur et il essaye de faire les choses bien. En 2017, les 3 enfants vivaient toujours chez leur grand-mère et ils expliquaient qu'il y avait une grande photo de leur maman Marissa au mur et que finalement, cette photo-là les aidait à avancer dans la vie puisque à chaque fois, ils se disaient qu'il fallait qu'ils rendent fiers leur mère et tous les jours, ils la regardaient et ils se disaient qu'ils devaient avancer pour elle. Il y a 1 an, donc en 2023, CJ a donné une interview sur YouTube, donc je vais vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse. Dans cette interview, il raconte en détail ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu dans la maison, et il explique qu'il est aujourd'hui papa d'un petit garçon de 3 ans, donc il y a 1 an il avait 3 ans, donc 4 ans j'imagine aujourd'hui. Il explique que il essaye de pas penser au passé, de se concentrer sur son présent et sur son futur. Il veut rendre heureux son fils, il fait tout pour son fils, il travaille dur, il essaye de gagner sa vie de manière digne et de manière honnête, il est contre la violence. Et il affirme que son petit frère et sa petite sœur vont très bien également. Senia était au lycée à ce moment-là et Cédric, lui, avait terminé le lycée depuis 1 an. Et il dit qu'il essaye d'être un vrai modèle pour son frère et sa sœur. C'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires. Je vous rappelle qu'avec mon code CRIM10, vous avez 10% de réduction sur la Detective Box. Donc si jamais ça vous intéresse, vous trouverez le lien pour la commander en description et en commentaire épinglé.